Nora Lakéal, ancienne agent du renseignement, aujourd'hui auteure. Et j'ai été recrutée pour l'émission Celebrity Hunted, donc de par mon expérience. Ma tâche était donc d'être la commandante du QG, aussi bien gérer d'un point de vue manager les collègues, mais aussi essayer de tracer une stratégie pour pouvoir attraper les fugitifs, ce qui ne fut pas une mince affaire. Et Sajda Zouari. Donc, je suis ingénieure informatique avec une expertise dans tout ce qui est crypto-monnaie et blockchain. Je travaille sur des projets en lien avec la confidentialité de données, et notamment données personnelles. Et dans le cadre de Celebrity Hunted, j'étais en charge de la partie réseaux sociaux, et notamment de trouver des informations publiques pour permettre de remonter la trace des fugitifs. Déjà, nous, les moyens, c'est l'expérience, à la base. Parce que si on n'a pas l'expérience, on ne peut pas arriver à organiser une traque, une filature. Donc, pour ma part, moi, j'opte toujours pour anticiper sur l'action des fugitifs. Et j'utilise quoi? J'utilise avec mon binôme Laurent, qui n'est pas là aujourd'hui, les outils que vont me donner toute l'équipe, et en particulier l'équipe informatique, dont faisait partie Sajida, parce qu'en fait, l'informatique, c'est un des outils les plus importants actuellement pour pouvoir retracer les activités des personnes fugitives. Donc, ce qui colle exactement à la réalité, puisque pour mener une enquête, c'est d'abord une réflexion munie de tous les outils qu'on peut vous donner. Et les outils, c'est toujours ce qu'on appelle des techs, c'est-à-dire aussi bien des écoutes téléphoniques, que des traçages, puis aussi les surveillances vidéo. Donc vraiment, tout ce qui est la base d'une enquête policière. Dans un premier temps, on ne pouvait pas collecter des informations par des moyens, on va dire, non légaux. Donc on traitait de l'information blanche, l'information qui est donc publiquement disponible pour n'importe qui. Et deuxièmement, on respectait également, on va dire, la vie privée des gens, et notamment des personnes qui participaient pas forcément. Donc quand on faisait les entourages, on s'intéressait vraiment aux personnes qui pouvaient être complices des fugitifs. Les gens ont vu les experts et les séries policières, etc. Donc ils connaissent tout. Hein. Franchement, on dévoile pas. On dévoile ce qui a déjà été fait des millions de fois à la télévision. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. En fait, le secret, c'est pas d'avoir un outil ou une technique, parce que ça, aujourd'hui, on peut l'apprendre sur Internet, on peut le voir dans des films. Dans l'informatique, il y a des outils hyper avancés qui permettent de faire des choses qu'on ne soupçonnerait pas et qui sont même peut-être un peu anxiogènes, donc j'en parlerai pas, et qui sont gratuits et disponibles et qui demandent même plus des compétences techniques très avancées. Donc finalement, à ce niveau-là, je pense pas qu'on met en danger quoi que ce soit dans le cadre de l'enquête. Là où il y a une différence, en fait, c'est dans la mise en pratique. Et c'est là que, comme disait Nora, il faut de l'expérience et savoir en fait à quel moment utiliser quelle information et quelle décision on va prendre par rapport à un résultat qu'on a pu trouver. Parce que c'est pas le tout de retrouver de l'info. Si on sait pas où déployer les équipes de terrain, si on sait pas à quel moment il faut essayer d'intercepter les gens ou plutôt de les suivre, etc., et ben en fait, on peut totalement rater une traque. C'est comme par exemple une image, une métaphore, c'est comme un cuisinier, quoi. C'est-à-dire que si vous apportez tous les ingrédients pour faire un plat, si le gars il sait pas cuisiner, vous pouvez avoir tous les ingrédients du monde, ça donnera un truc assez dégoûtant. Les fugitifs, ils étaient au top, mais chacun à leur manière. En fait, les binômes étaient vraiment marqués par leur personnalité, par leur rythme de vie. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, en fait, pour analyser un binôme et essayer d'anticiper sur les choix qu'il va faire. Donc ce qui était marrant, 4 binômes, 4 façons différentes d'évoluer dans la nature, avec des idées complètement différentes, parfois farfelues, parfois hyper pertinentes. Et pas la même prise de risque, quoi. Exactement. Il y en a qui étaient vraiment plutôt dans une cavale bien ficelée. Il y en a d'autres, on avait l'impression qu'ils étaient dans de l'impro. Il y en a qui disparaissaient. Il y en a qui jouaient avec nous, en fait. Mais ça, nous, on aimait beaucoup, en fait. Parce qu'on avait l'impression que c'était un peu le jeu du chat et de la souris. Inoxtag et Michou, ils ont bien joué. Mais d'ailleurs, c'est un bon point, parce que quelque chose qui nous a un petit peu fait peur, en tout cas moi, quand j'ai découvert les profils
profils au tout début, puisqu'on découvrait en fait les fugitifs au démarrage du jeu, c'était Inoxtag Michou et McFly et Carlito. Parce qu'en fait, c'est des binômes qui ont un réseau de followers grâce à leur plateforme, avec plusieurs millions d'abonnés. Et donc un petit pourcentage de ça qui deviendrait complice, donc quelques milliers de personnes même, ça serait déjà énorme par rapport à nous qui n'avions que 8 agents sur le terrain. On n'oublie pas que c'est un jeu. Donc, de toutes les façons, un vrai fugitif, c'est quelqu'un qui a quand même commis des choses hors la loi. Et donc là, on n'a pas le temps de rigoler, quoi. Parfois, ça peut être une course contre la montre pour sauver des vies. Voilà, donc Dieu merci, c'était pas du tout le cas. Donc les enjeux n'étaient pas les mêmes, effectivement. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où nous, la traque a commencé, qu'on a découvert les fugitifs, et bien en fait, tout de suite, on est rentré dans le... On ne s'est plus posé aucune question, quoi. Vraiment. Donc, on était dans le vrai dès la première seconde, parce que c'était le principe, c'était de les attraper. Donc, tout de suite, on a essayé de voir un peu quelles étaient leurs personnalités. On les a vus comment ils se dispatchaient. Donc, déjà, moi, j'avais déjà... avec mon collègue Laurent, on avait déjà tracé un peu le profil des gens. On se disait, bon, bah tiens, ça va être ça. On a l'impression qu'avec eux, ça va être plus compliqué. Moi, j'avais capté tout de suite que Hakim et Fadili étaient très zen en embrassant leur filature. Et là, ça me gênait. Je me suis dit, là, on va avoir des problèmes parce qu'on voyait d'autres personnes qui étaient tout foufou. Michou et Inoxtag, on a l'impression qu'ils jouaient leur vie déjà dans les 3 premières minutes. Donc c'était... Voilà, donc, et c'est ça que je trouvais ça génial, c'est qu'on a été challengés tout de suite, quoi. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu faire des suppositions aussi au niveau des profils des personnes. Par exemple, tu prenais Hakim et Fadili, on les trouvait très indépendants par rapport à ce qu'on avait pu... Et c'est là que l'analyse des réseaux sociaux et tout ça entre en jeu. Et il se trouve que ça a été très utile après dans le cadre de la cavale. En fait, on part toujours sur des préjugés, mais au bout d'une journée de filature, vous commencez déjà à voir un peu comment fonctionnent les gens. Et vous allez être surpris parce que l'image qu'ils donnent d'eux tous les jours dans leur métier et tout ça, et l'image qu'ils nous ont donnée nous, quand ils sont comme ça, contraints, astreints à vraiment à avoir une vie en cavale, eh ben, il y en a qui, je pense, qui se sont révélés. Moi, je pense qu'en fait, on les a pris très au sérieux dès le début. Parce qu'en fait, au-delà de l'image qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, une fois qu'on est en cavale, en fait, le cerveau humain est intéressant, c'est-à-dire qu'il se met tout de suite dans l'expérience. Et même eux, au-delà de ça, à un moment donné, ils étaient dans une course pour arriver à l'exfiltration et ne pas se faire attraper par le QG. Et en fait, ça a pris le dessus et ça pousse à l'erreur, à la paranoïa, à l'improvisation. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et en fait, la limite entre le jeu et la réalité, elle devient très floue. Jarry et Jennifer, ils étaient, je trouve, ils étaient beaucoup en fusion. Et un principe, quand on est en cavale, la fusion, c'est pas, elle peut être de mauvais conseils. Alors que, par exemple, on voyait que Michou et Inoxtag, chacun proposait quelque chose. Alors, parfois, apparemment, ils n'étaient pas clairs sur leurs intentions. En fait, il y avait une complémentarité. Ils n'étaient pas toujours sûrs de leur propre choix, mais ils étaient complémentaires. Mais nous aussi, on était pareil. C'est-à-dire que parfois, on a élaboré des stratégies. Tirées par les cheveux. On a eu des théories, mais c'était surréaliste ce qu'on a pu dire. Heureusement que ça ne va pas passer, parce que... heureusement qu'il y a du montage, parce que en fait, je pense que sur ce qu'on va voir au niveau de la série, par rapport à toutes les spéculations qu'on a pu faire et les raisonnements tirés par les cheveux qu'on a pu avoir... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais heureusement qu'on a gardé le cap jusqu'au bout et qu'on... Voilà, quoi. C'est vrai que tout le monde était de très bonne volonté. On avait quand même des experts dans chaque domaine. On ne peut pas rêver mieux, quoi, pour une enquête. Honnêtement, pour moi, il y avait une difficulté pour chaque binôme qui était différente. C'est-à-dire que sur certains binômes, c'était plutôt le fait qu'ils essayaient de passer sous les radars et donc qui étaient extrêmement discrets. Là, ça rendait notre travail difficile parce qu'au niveau des retours d'informations qu'on pouvait avoir, on recevait moins d'infos qu'on pouvait traiter pour justement déployer des agents de terrain. D'autres binômes, c'était plutôt de l'intox. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient une stratégie de nous bombarder d'informations qui étaient vraies ou fausses et du coup, ça nous faisait perdre un petit peu de temps au niveau de l'analyse. D'autres binômes, c'était plutôt parce qu'ils étaient tellement dans l'impro
que comme eux, ils savent pas ce qu'ils vont faire, mais nous non plus, on a du mal en fait à prévoir leur prochaine étape, etc., etc. Donc en fait, il y avait quand même une diversité au niveau des stratégies de cavale et de l'état d'esprit qui était hyper intéressante. Oui, quand j'ai vu la saison 1, effectivement, il y a des choses que je n'aurais pas faites, mais c'est très facile aussi, quand on est sur un canapé, de juger le travail de ses anciens collègues, quoi. Donc, je ne me permettrai pas de faire ce type de réflexion. En revanche, je suis arrivée avec des projets en tête, mais à partir du moment où la cavale commence et que vous découvrez tout dans un moment précis, tous vos projets partent en fumée. Parce que vous n'avez pas prévu le type de personnalité, vous n'avez pas prévu où ça allait se passer. On sait pas, donc vous pouvez tout prévoir, rien ne se passe comme prévu. On est dedans. C'est suffisant. Ah, mais ça m'étonne pas. Il y a un truc entre nous depuis dès le début là. C'est eux qui m'ont fait jeter mon stylo 2-3 fois en énervement au QG. Donc non, bah écoutez, parce que franchement, on a tellement pris du plaisir à le faire que je pense que le spectateur va en ressentir vraiment le même plaisir. Parce que c'est vraiment avec plein de rebondissements. Ouais. Et on ne s'y attend pas du tout. Et franchement, moi j'ai hâte de le regarder parce que, à mon avis, le rendu va être exceptionnel. Parce que nous, en fait, on va découvrir aussi en fait, les cavales parce qu'on n'a que les informations qu'on a pu avoir par les vidéos de caméra surveillance, les choses qu'on a pu en fait, interpréter, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait 100% du temps, donc ça va être une belle découverte. Si vous aimez, on va dire, tout ce qui est... Si vous aimez les jeux, si vous aimez les escape games, la stratégie, tous les films un peu classiques où il y a des tracks et c'est un peu le chat et la souris, je pense que vous allez aimer ce format-là.